Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir pour cette rubrique Patrimoine Pierre Maire. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous vous occupez de cette association extraordinaire qui s'appelle l'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc. Vous êtes le vice-président. Le président d'honneur est Son Altesse Royale le Prince Six-Henri de Bourbon-Parme. Et dernièrement, vous avez élu Jacques Trémollet de Villers. Tout à fait. À la tête des destinées de notre belle association. Alors, je vous en ai souvent parlé, chers amis de TV Liberté. Je vous ai parlé de cette très belle statue qui a une première fois vu le jour à Bermond. Absolument, l'ermitage de Bermond, à côté de Don Rémy. À côté de Don Rémy, dans une clairière. Oui. La clairière. Où Jeanne venait prier tous les samedis, quoi, avec des amis à la chapelle de Bermond. Qui est absolument émouvante parce qu'on a l'impression que Jeanne l'a quittée hier. Ah, tout à fait, oui. Boris le Jeune a depuis fait une autre œuvre magnifique dont je vous ai parlé aussi, qui s'appelle le Mémorial de la Terreur, en mémoire de ces religieuses qui ont été décapitées à Orange. Ce monument qui a été inauguré en juillet de cette année, Bompard, de l'année précédente, pardon, par Monsieur Bompard. Et nouveau départ de Jeanne en Russie. Comment ça s'est passé? Ça date depuis 2012, justement, suite à cette statue de Boris à Bermond. Tous les ans, nous allons aux Journées joanniques de Bermond, organisées par l'association qui gère l'ermitage de Bermond. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Boris. Et dans la conversation, alors déjà, il a souhaité adhérer à notre association. Et puis, dans les échanges qui ont eu lieu, quelqu'un a lancé « Et pourquoi on n'offrirait pas une statue de Jeanne d'Arc à la Russie ?» Comme ça. Et on s'est dit oui, pourquoi pas, sans mesurer ce que ça représentait. Mais, enfin bon. Alors on s'est lancé et Boris s'est mis au travail. Et puis Boris est un grand travailleur. Ah oui, tout à fait. C'est pas un chômeur. On n'imagine pas ce que ça représente. Oui. Surtout qu'il avait 2 gros projets en parallèle. Oui. Et donc on a, dans un premier temps, il en a parlé au président du centre Solzhenitsyn de Moscou, qui est un ami. Parce que Boris, rappelons-le, pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, Boris le Jeune a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Absolument. Donc, puis il en a eu assez de peindre, de sculpter des œuvres sur commande d'éminentes personnalités du régime soviétique. Et il a pris ses valises et il est venu en France. Il est allé en France, tout à fait. Et donc il a établi un projet et il en a parlé donc au président du centre Solzhenitsyn de Moscou. Et il lui a dit, alors ce monsieur lui a dit, écoute, fais-nous un modèle réduit de ta statue là, pour le mettre dans le centre, ça serait déjà bien. Et le prince Six-Henri est intervenu, puisque lui, il était en relation régulière avec la Russie. Et c'est lui qui a lancé l'idée, il lui a dit, mais pour la Russie, c'est pas un modèle réduit qu'il faut. Il faut une statue monumentale que tout le monde puisse voir en place publique. Et c'est parti comme ça. Alors sur ces entrefaites, Boris s'est mis au travail, il nous a présenté ses projets, et avec l'aide d'ailleurs d'Alain Olivier, qui préside l'association Bermond-Sainte-Jeanne d'Arc, a rédigé une lettre à l'intention du président Poutine, qui date de mars 2015 et qui en fait est au point de départ de tout ce qui a suivi, de tout ce qui va suivre. La France traditionnelle, qui s'est souvent engagée au cours des siècles aux côtés des chrétiens persécutés, souhaiterait témoigner à la Russie sa reconnaissance pour son action et, ce faisant, lui renouveler ses sentiments d'amitié aussi profondes que séculaires.
si la Sainte Vierge est la patronne principale de la France, Jeanne d'Arc en est la patronne secondaire, car fille de Dieu suscitée pour la défense de la foi et de la patrie, elle sut rétablir le sort de sa patrie et apporta un message de paix pour les peuples. En fait, Jeanne d'Arc, me disiez-vous, est connue en Russie. Ah oui, absolument. Je crois même qu'elle est au programme des classes primaires. Ce qui est normal. Elle a le sens de la patrie, les Russes l'ont. Les Russes aiment chasser les envahisseurs de leur territoire. Absolument. Ah bah oui, c'est Jeanne l'a fait. Patriotisme de Jeanne d'Arc. Elle est totalement adéquate à... Et elle est très mystique. Et Dieu sait si les Russes sont mystiques. Absolument, absolument. Et quand nous avons été reçus par l'ambassadeur Orlov à l'époque, il nous a reçus d'ailleurs dans sa résidence privée et pour nous montrer comment l'accueil chaleureux qu'il réservait au projet. Il nous a dit, il a d'abord exprimé le désir avec ses enfants d'aller à Domrémy. Il lui a dit, de toute façon, en Russie, on connaît Jeanne d'Arc. Ça, c'est une très belle histoire. Et alors, ce qui a permis au projet de démarrer, c'est que cette lettre quand on a rencontré l'ambassadeur Orlov, il a dit ça tombe bien parce que le président Poutine vient, c'était je sais pas le week-end suivant, enfin peu importe. Et donc il lui a présenté. Et il lui a dit je vais profiter du trajet entre Roissy et l'ambassade pour lui parler de notre projet. Et le président Poutine a dit oui tout de suite. Et alors là tout s'est enchaîné. Alors tout s'est enchaîné parce que on ne peut pas dire que les relations franco-russes en ce moment soient au beau fixe. Enfin, j'ai lu que le nouvel ambassadeur qui venait d'arriver de France, qui venait d'arriver à Moscou, avait été reçu par des mots très gentils par Vladimir Poutine. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les oukazes ne viennent pas de la Russie, ils viennent de France. Absolument. La position française est pour le moins ambiguë. Et j'emploie le mot oukase à dessein parce qu'en fait, c'est maintenant la France qui est devenue un peu soviétique. Oui, c'est vrai. On s'est bien communiqué. Et là, nous ramons totalement à contre-courant. Alors, nous ramons à contre-courant parce que, chers amis de TV Liberté, cette sculpture, bien sûr, est faite avec... il faut trouver les finances pour fabriquer cette sculpture et la transporter. Or, les donateurs, finalement, ne sont que des petits donateurs. Absolument. Nous allons approcher les 1000 donateurs. C'est fantastique, et ça. Sans aucun mécénat, tous les mécénats nous ont été refusés. Les mécénats nous sont refusés. Alors, ça, c'est quand même... Alors, il y a un premier problème, c'est que les mécénats, maintenant, sont consacrés aux affaires sociales. Il faut aider les femmes transgenres, les émigrés, c'est du sociétal. Hein. Oui. Vous êtes trop dans le religieux, Pierre, vous le savez. C'est clair. Mais on l'affirme haut et fort. Et deux, le personnage de Jeanne d'Arc est considéré comme... C'est brûlant aussi, c'est brûlant sans mauvais jeu de mots. Le Le personnage de Jeanne d'Arc est considéré comme trop clivant. Vous n'imaginez pas. Quelqu'un qui boute l'envahisseur hors du pays, c'est pas possible. C'est plus dans les mœurs. Absolument, oui. Et on a eu d'énormes déboires, alors que ces sociétés, je voudrais quand même le dire au passage, ces sociétés font du beurre, passez-moi l'expression, avec la Russie. Ils ont encore, tous les contrats n'ont pas été annulés, il y a encore des gens qui, notamment des laboratoires pharmaceutiques, qui font beaucoup d'argent en Russie. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais bon, nous reviendrons sans doute à des jours meilleurs jour. Mais à la limite, c'est mieux comme ça, parce que ce don, il est vraiment un don du peuple français. C'est du peuple français. Hein, et ça a beaucoup plus de valeur que si on avait reçu 10 dons de gros groupes. C'est sûr. Parce que là, 1000 donateurs, c'est vraiment significatif et c'est symbolique de Jeanne d'Arc. Hein. Alors, ce qui va arriver de merveilleux, c'est que cette statue va être exposée au centre culturel russe, qui est Branly.
Voilà, dans cette, juste devant la cathédrale magnifique. Il va y avoir une cérémonie officielle le mardi 17 mars à 18h avec deux conférenciers, un russe et un français, sur la conception du patriotisme tel que l'histoire l'a fait naître et grandir dans nos deux pays. Là aussi, c'est un sujet... C'est un sujet tout à fait adapté, mais vaste et profond. Vaste et profond, oui. Qui prouve quand même l'amitié séculaire de nos deux peuples. Bien sûr. Hein. Donc, alors, les conférenciers, du côté russe, on a eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on a eu la date fixée tardivement. Mais finalement, c'est très bien. Nous étions à Radio Courtoisie avec le ministre conseiller Artem Studenikov la semaine dernière. Et nous lui avons demandé s'il acceptait de faire cette conférence du côté russe. Et c'est notre président, Maître Trémollet de Villers, qui fera la conférence sur ce thème du côté français. Voilà. Et je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs, s'ils n'ont pas lu encore, le livre il y a 2 livres à lire sur Jeanne, qui sont prodigieux. C'est le livre de Jacques Trémollet sur le procès. Procès, avec ses commentaires. Juste le procès, donc c'est juste le dialogue entre Jeanne et ses juges, avec la vision de l'avocat et quelques commentaires de Jacques Trémollet entre les deux. Texte d'ailleurs qui a servi pour le film de Patrick Buisson, qui s'appelle Que Dieu m'y garde, et qui est magnifique aussi, puisqu'on voit cette héroïne, cette actrice qui joue très très bien, en tête à tête avec ses juges, et c'est vraiment un moment très émouvant. Vous pouvez d'ailleurs entendre Patrick Buisson dans l'émission de Monsieur Maugendre, Jean-Pierre Maugendre. Tout à fait. Et puis il y a aussi le livre de Philippe de Villiers, qui est un très beau roman de Jeanne d'Arc. Le roman de Jeanne d'Arc, parce que là, nous sommes à cheval derrière Jeanne, et c'est plein d'allant, c'est plein de vie, c'est plein d'émotions, c'est plein de spiritualité aussi. Ce sont 2 très très beaux livres. Absolument. Les livres sur Jeanne d'Arc, c'est à l'infini, je dirais presque. C'est à l'infini. C'est comme les films, mais c'est à la hauteur du personnage. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça continue à inspirer. Elle a été canonisée 500 ans après, mais elle est restée une sainte vénérée de fait pendant ces siècles avant d'être canonisée. Et alors, donc, mardi 17 mars, elle va être exposée combien de temps, cette statue ? Elle va peut-être, on ne sait pas la date précise, mais on va essayer de l'installer un petit peu avant, comme ça les gens pourront passer la voir. Oui. Donc la cérémonie a lieu le 17, mais je pense qu'on va peut-être l'installer le 10 ou le 11, enfin au début de ce laps de temps qui nous a été attribué. Et puis on va la laisser jusqu'au 19, comme ça, en dehors de la présentation officielle, les gens pourront venir la voir. Oui, donc c'est quand même très très pointu. Voilà. Mais faites le déplacement, chers amis TV Liberté, parce que vous aurez un choc. Ah oui, c'est et puis, alors, 2 mois plus tard, le samedi 30 mai, elle sera inaugurée, elle sera mise en place sur cette place à Saint-Pétersbourg, magnifique, et face à l'ancien palais de la garde impériale. Oui. Et elle sera inaugurée par une célébration franco-russe, et ça sera le centenaire de sa canonisation, en même temps. Ce qui est quand même absolument étonnant. Je tiens à dire qu'avec tous les contretemps que nous avons eus, parce que depuis 2015, on s'est défendu par rapport aux autorités de Saint-Pétersbourg qui voulaient mettre la statue un petit peu en périphérie. Ils nous ont proposé plusieurs emplacements qui ne nous convenaient pas jusqu'au jour où ils nous ont donné cet emplacement prestigieux qu'on appelle le quartier français ou le quartier latin d'ailleurs à Saint-Pétersbourg. Et donc là, on a accepté tout de suite en les remerciant chaleureusement. Et il se trouve qu'avec tous ces contretemps, puisque de 2015 à 2020,
L'inauguration se fait le jour du centenaire de la canonisation. Donc ça, c'est La Providence a bien joué. La Providence attendait ce jour-là. Sans doute, sans doute. C'est pour ça qu'il faut garder toujours confiance, parce que le bon Dieu a des raisons et les saints ont des raisons que nous n'avons pas. Que les fidèles ignorent, que les fidèles ne connaissent pas. Et alors, on peut assister à cette inauguration. Bien sûr, bien sûr. Ceux qui n'ont jamais été à Saint-Pétersbourg vont. C'est l'occasion ou jamais d'y aller, parce que c'est tout de même éblouissant. C'est vraiment une très belle. Très belle ville, construite par Pierre le Grand sur un modèle européen, parce que Pierre le Grand a visité toutes les grandes capitales, et notamment Versailles, et il a voulu s'inspirer de ces modèles. Sur le site dédié que nous avons créé, qui est en russe et en français d'ailleurs, il y a un lien qui permet de faire la visite déjà avec de magnifiques photos de Saint-Pétersbourg. Alors le site s'appelle ? Alors le site, vous faites Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc et vous aurez un lien sur le projet à Saint-Pétersbourg. On ne peut pas l'éviter. Et alors, il y a deux possibilités de voyage. Il y a un voyage de 10 jours avec Renaissance, le cercle Renaissance. Il y a un autre voyage avec Jean-Bernard Cao d'Esprit de plus de 5 jours, plus court. Les deux, il y a toujours deux formules, 8 jours ou 5 jours. 5 jours. Donc il y a pour tous les prix. Et puis il y a aussi la formule indépendante. Vous prenez votre internet, vous achetez votre billet. Il y a des billets de charter pour aller à Saint-Pétersbourg. Alors c'est le moment, malheureusement c'est le moment le plus cher de la vie à Saint-Pétersbourg, parce que ce sont les nuits blanches. Et ça, moi j'y suis allée en plein février, il y avait de la neige. Le jour se couchait très tôt. Mais là, il fait jour toute la nuit, et donc le monde entier accourt à Saint-Pétersbourg, mais on peut très bien trouver son charter et son hôtel, et même son visa, on peut le faire sur Internet. Quand on reste moins de 5 jours, c'est gratuit et c'est par Internet. Et c'est par Internet, voilà. Et donc, le tout, c'est d'être là le 30 mai, le samedi 30 mai, pour l'inauguration officielle de la statue. Voilà. On n'a pas encore fixé le détail avec les autorités de Saint-Pétersbourg de cette cérémonie, mais enfin on les communiquera dès que ce sera... Vous avez mis les documents de ces voyages, les gens à qui s'adresser pour les voyages, vous les avez mis sur le blog ? Sur le site. Sur le site. Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Vous ne pouvez pas nous éviter et vous trouverez toutes les informations utiles. Enfin, c'est quand même une grande... un grand événement, tout de même. Oui, les rédacteurs du site intitulent notre projet d'un projet fou, un peu fou. Mais bon, Jeanne d'Arc, quand on voit Jeanne d'Arc... Elle nous dit, il faut vivre du ciel, mais les pieds sur terre. Absolument. Et c'est exactement ce que vous faites. Absolument. On a une confiance... Vous avancez les yeux fixés sur le ciel, et sur Jeanne, qui nous voit. Ce projet, il est soutenu par la prière de beaucoup d'entre nous. Comme Jeanne d'Arc a vécu, elle a peut-être plus prié que combattu, et nous, on essaye de faire pareil à notre niveau, et le résultat est probant. Et puis, comme elle le dit, nous combattrons et Dieu donnera la victoire. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Maire, d'être venu ce matin pour les téléspectateurs de TV Liberté, évoquer ce très très beau projet qui... c'est nous qui vous remercions. Illumine nos vies depuis de longues années maintenant, puisque c'était en quelle année Jeanne d'Arc à Bermond ? Le 1429. L'année, oui. Oui, d'accord. Non, quand elle était à Norémy. La statue de Jeanne à Bermond. 2013. Voilà. En fait, la décision a été prise à l'occasion du 6e centenaire de la naissance de Jeanne d'Arc. C'est ça. Et elle a été installée en 2013. Donc ça fait 7 ans. Il va y avoir la réplique, enfin elle sera un petit peu différente. Elle sera un petit peu différente. C'est un peu la réplique de celle qui sera à Bermond. Donc il y aura un lien entre Bermond, Domrémy et Saint-Pétersbourg. Et
pour la paix et l'Europe chrétienne, c'est un événement immense. Dans le même temps, il faut savoir que c'est lié en écho avec Notre-Dame de Fatima, hein, qui souhaite que la conversion de la Russie. La conversion de la Russie et la consécration de la Russie à son cœur immaculé de Marie, et qui... C'est la condition pour obtenir la paix dans le monde, hein, depuis 1917 et puis la fin du communisme. Mais maintenant, elle devrait peut-être demander la consécration de l'Amérique. Oui, ça, pourquoi pas. Si je puis dire. Mais il faut savoir qu'en même temps, on n'est pas les seuls, parce que les diocèses espagnols ont un gros projet pour créer un sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Saint-Pétersbourg. Ah oui ? Ils ont un budget de 3 millions pour installer ce sanctuaire. Donc, et l'orthodoxie les accueille volontiers là-bas. Donc, ça prouve qu'il y a quand même un rapprochement spirituel entre nos deux. C'est vraiment un événement spirituel. C'est un événement politique. Et c'est un événement artistique, puisque Boris le Jeune renouvelle complètement la statuaire de Jeanne. C'est une Jeanne tout à fait originale. C'est une Jeanne en mouvement. C'est une Jeanne et orientée vers le ciel, qui invoque le ciel, mais comme elle a vécu, si j'ose dire, branchée avec le ciel, avec ses voix, c'est représentatif de... C'est pas la Jeanne cuirassée, immobile, avec son drapeau, sa bannière plutôt, le long de son corps. Non, c'est une Jeanne en mouvement. Elle a son étendard quand même, avec Jésus et Marie, donc ça bien sûr, mais c'est une Jeanne qui entraîne. On ne peut pas ne pas la suivre. Absolument. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai suivi, Pierre. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Et encore une fois, le site internet Association universelle des Amis de Jeanne. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci Pierre. Merci à bientôt. Anne de cet accueil. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie ce matin de recevoir Françoise Monestier. Bonjour Françoise. Bonjour Anne. Françoise est Madame Patrimoine dans le quotidien Présent et nous offre des papiers extrêmement documentés. Et nous allons traiter ce matin de la lente dérive des musées. Et j'ai envie de dire la lente dérive des églises. Oui, il est vrai, lente dérive et des musées et des églises, en particulier à Toulouse et malheureusement dans d'autres villes de France, quand les églises ne sont pas victimes d'attentats, de tentatives d'incendie, de sacrilège, de décapitation des statues, bref, des choses qui évidemment ne sont pas reprises dans la presse aux ordres. Alors peut-être commençons, parce que c'est le sujet le plus court, peut-être commençons par ces églises, puisque vous en parlez. Vous connaissez bien la ville de Toulouse, et vous connaissez bien ce problème de Saint-Aubin, à qui il arrive une aventure triste. Oui, Saint-Aubin est une église qui a été construite au XIXe siècle, et qui est une église... je dirais d'architecture à la fois, disons, romano-byzantine. Église qui a une magnifique crypte, mais malheureusement depuis 20 ans, cette crypte de Saint-Aubin méritait des travaux d'envergure, des travaux d'ampleur, travaux qui avaient été promis par Philippe Douste-Blazy
quand ce dernier était maire de Toulouse, et puis son successeur Moudingue, actuel maire de Toulouse, n'a pas réalisé ses travaux, et évidemment on pouvait s'attendre à ce que le successeur Cohen, le maire socialiste de Toulouse qui n'a fait qu'un mandat, ne fasse évidemment rien en faveur de cette église. Et maintenant, cette crypte de l'église Saint-Aubin va être, comment dirais-je, la mairie, et aussi peut-être avec le soutien de l'évêché, va la vendre, avec l'accord de l'évêché, va la vendre à une société, ICAD, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, dans cet espace magnifique, ce grand espace serait dédié à la fois au numérique, à la production cinématographique, enfin bref, à tout ce qui n'est pas une église. Et on peut mettre ça sous un vocable général qui est le coworking, expression très française. Oui, le coworking, comme nous le savons, c'est-à-dire un espace où plusieurs bureaux se trouvent. Plusieurs bureaux se trouvent, mais surtout, cet espace serait... Alors c'est évidemment une opération financière juteuse pour la mairie et pour ICAD, mais en même temps, on peut se demander ce qu'il adviendra. Enfin, de l'église en surface. De l'église en surface, puisque qui empêchera les sociétés cinématographiques qui vont être établies là-bas de mettre au point des festivals LGBT ou que sais-je encore, bien sûr. et de programmer tout ce qu'on peut imaginer, de mieux. Mais surtout, je voudrais vous lire quelque chose qui, à mon avis, est quand même très grave, parce que sur le site de la mairie de Toulouse, on peut voir on peut lire une description de Saint-Aubin. Saint-Aubin perd sa qualité d'église pour devenir simplement un édifice culturel aux influences gothiques, romanes et byzantines. Ah, c'est très joli. Un édifice culturel. Donc, l'église a sauté. Et finalement, on se rend compte que la mairie de Toulouse utilise le même adjectif que les musulmans qui, lorsqu'ils veulent obtenir une aide pour leur mosquée, parlent d'associations culturelles en évitant évidemment d'employer le terme de cultuel. Mais s'agissant de Toulouse, ils utilisent ce terme d'édifice culturel pour des motifs diamétralement opposés. Mais le résultat est là. Cette belle église, enfin cette belle, peut-être n'est pas le mot, cette église qui était, disons, pittoresque plutôt, va perdre son âme d'église au profit de motifs parfaitement marchands, dirons-nous. Absolument. Et rappelons que ces églises ont été construites avec l'argent des Toulousains. Ça a été des dons des Toulousains. On spolie les ancêtres des Toulousains d'aujourd'hui. C'est la spoliation qui continue. J'insiste beaucoup sur cette idée qui a été dite très intelligemment par Guillaume de Thieulois, parlant de Notre-Dame. Il faut rappeler que ces églises n'appartiennent pas ni à l'évêque ni aux prêtres. Ces églises appartiennent à la communauté catholique, oui. C'est-à-dire les fidèles et les prêtres et les évêques. Et que les fidèles n'ont pas à se faire marcher sur les pieds et se faire spolier une énième fois. C'est un procédé révolutionnaire. Oui, mais je dois quand même préciser que les fidèles toulousains n'ont pas bougé. Non. Si, ils ont bougé ? Si, ils bougent et ils ne sont pas d'accord. Bon. Mais je pense que malgré tout, malgré l'opposition
l'opposition de certains et malgré l'opposition Ça va se faire, du bien sûr. candidat du Rassemblement national à ce projet, ce projet va se faire. D'ailleurs, à Saint-Bernard, à Lyon, il y a une église qui domine un peu sur la colline, qui s'appelle Saint-Bernard, qui est néo-gothique, elle aussi construite au 19e, mais de grande dimension, hein, que la fraternité Saint-Pédis avait proposé d'acheter. Ça a été refusé, bien sûr, par l'évêché de Lyon, parce qu'on ne fricote pas avec ces gens-là, vous comprenez? Eh bien, cette église va devenir, elle aussi, un espace de coworking. Il y a un gars qui s'empare de l'église, qui va couper l'église en petits cubes, et qui va louer à des tas d'entreprises. Encore une fois, ces églises ont été achetées par les Lyonnais. Alors... Bon, moi j'ai une explication, mais je la garde pour l'émission juste après, où je la répéterai. Moi j'ai une explication, c'est que toutes ces évêchés n'ont plus d'argent, ils sont absolument à sec, oui, ils sont à sec, oui. Et donc ils partent au plus pressé, et donc ils vendent. Ce que j'aime beaucoup, c'est le refus de comprendre pourquoi ils sont à sec. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a des raisons. Si on ne donne plus, c'est que il y a des raisons. Je suis désolée, moi, mon denier du culte depuis 70, je m'en suis abstenue. Je donne à des œuvres bien précises, mais je ne donne plus à des gens qui votent pour la division. Il en est hors de question. Pour moi, l'Église est une et indivisible, avec des rites variés, différents bien dans sûr. Les pays, selon les langues, selon les traditions. Mais une Église qui célèbre la division tranquillos n'a pas droit à mon fric. Je pense que malheureusement, nous sommes très très nombreux dans ce domaine-là, et que les gens les plus touchés, c'est les gens d'un certain âge. Les autres ne comprennent pas le film parce qu'ils n'ont pas étaient à la messe avant 70, ils n'étaient pas nés, bien sûr, et donc il n'y a aucune réflexion sur pourquoi n'avons-nous pas de fric. Oui, mais il faut c'est pas en mettant la photo de prêtres jeunes et beaux sur des grandes affiches, comme je le vois à la sortie de chaque église, qu'on va donner. Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que la France s'est couverte de ce blanc manteau de cathédrales et d'églises, et que les gens ont donné? Bon, alors, il y a aussi le problème de l'État qui ponctionne de plus en plus, et l'État qui n'entretient pas nos églises. C'est le deuxième scandale. Cette crypte n'était pas entretenue. Or, c'était le rôle de l'État de l'entretenir. Oui. Donc, deuxième scandale. Enfin voilà, ce qui m'amuse, c'est on ne va pas au fond du problème et on ne relève pas les raisons. Donc, notre fille restera idiote et muette encore très longtemps. Parlons maintenant de la lente dérive des musées. Alors là aussi, c'est un problème de société. Qu'est-ce que vous avez découvert? Problème de société. J'ai découvert la chose suivante. Depuis des années, on le constate d'abord, par exemple, à Paris, avec l'exposition qui avait eu lieu, qui s'était tenue l'an dernier au musée d'Orsay, et qui était consacrée le modèle noir. Le modèle noir et the color line. Qui avait fait quand même beaucoup de bruit dans le milieu. Il ne s'agit pas de Soulages, il s'agit simplement des personnages qui à partir de la fin du XVIIIe siècle et pendant dans les tableaux. Tout le XIXe siècle apparaissent dans les tableaux. Et cette exposition était, je dois dire, intéressante, mais elle avait été organisée sous ce prisme qui est maintenant devenu une obsession pour beaucoup de conservateurs et pour beaucoup de gens en France, la décolonisation ou le décolonialisme. Et ses crimes. Et ses crimes. Donc, à partir de là, il y a une mode qui consiste actuellement à ce que le musée, alors ne parlons pas du musée de l'immigration, ne parlons pas de l'exposition qui avait eu lieu il y a 2 ans au musée de la Croix et au musée de la Croix et qui avait été patronné par
ce joueur de football célèbre Oui. qui joue Thuram, qui se prend pour un conservateur de musée ou pour un spécialiste de la civilisation noire. Donc c'est une mode. Et qui passera comme toutes les modes. Oui, encore que actuellement nous avons la patronne de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui lorsqu'elle était aux commandes du ministère de la Culture en France, où elle a fait une brève apparition, avait quand même demandé à plus de 400 personnes de collaborer à l'élaboration d'une vision muséale pour le XXIe siècle. Bon. Et là aussi, pareil, on trouvait dans ce rapport qui finalement a été présenté par le successeur de Madame Azoulay, c'est-à-dire l'éditrice d'Actes Sud, Françoise Dissène, oui. on trouvait les mêmes obsessions. C'est-à-dire que le musée devait être éthique et citoyen, inclusif et collaboratif. Et on devait supprimer, écrivez-vous, Françoise Monestier, la primauté des arts sur les expressions vernaculaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expression vernaculaire, Françoise Monestier ? C'est tout ce qui n'est pas, j'allais dire, tout ce qui n'est pas européen. Non, tout ce qui n'est pas. Non, c'est vernaculaire, c'est pas aussi un libreton, c'est aussi vernaculaire. Oui, mais là, dans cette acception, on veut de toute façon absolument supprimer tout ce qui est une référence aux traditions européennes, à l'art européen, et en privilégiant tout ce qui est extérieur à l'Europe, et ce qui est tout ce qui est extérieur à notre mode de vie. Et ce qui est souvent une expression religieuse. La statuette Ashanti que j'ai mis là en devanture et que j'aime beaucoup parce que j'en ai une chez moi, c'est une statue que les femmes enceintes mettent sous leur pagne pour protéger le bébé des mauvais esprits. C'est pour ça qu'il a une tête oui, toute ce n'est plate. Ni plus ni moins que la déesse gay dans l'Antiquité grecque. Voilà. Donc mais pourquoi virer nos maternités, nos nativités chrétiennes pour mettre une statuette Ashanti? Seuls connaissent les statuettes Ashanti, ceux qui ont... une statue grecque. Ou une statue grecque, ceux qui ont voyagé. Mais je ne vois pas l'intérêt tout à fait de... Et par ailleurs, vous soulevez le problème des musées qui ne sont pas prêts. Il y a un des pays africains qui a réclamé les statues qui étaient en Europe, notamment au musée Branly, mais qui a demandé quand même... Ils ne sont pas prêts à les accueillir. Mais qu'on les garde parce qu'ils n'avaient pas le dispositif pour le... Ils ne sont pas prêts à les accueillir, mais les potentats de ces pays-là sont prêts à récupérer ces œuvres qui iront au mieux dans un musée, au pire dans d'autres endroits. Qui seront revendus, oui. Mais je voudrais évoquer une femme qui s'appelle Jet Sandal, oui. qui est... Alors elle a une autre obsession, c'est la femme. Cette femme a été directrice ou est encore directrice du musée de la femme du Danemark, oui. Mais elle est surtout présidente de l'ICOM des musées, qui est une sorte, comme aurait dit De Gaulle, un machin rattaché à l'UNESCO, qui est rattaché à l'UNESCO et qui réunit à peu près tous les 2-3 ans les responsables de la culture de ce bas monde et cette femme veut modifier
la définition du mot musée. Le musée, disons, dans les années 50, était considéré comme une institution qui transmettait le patrimoine immatériel de l'humanité. Bien. Alors, évidemment, tout ça, pour cette femme, tout cela n'a plus aucun intérêt. Elle veut simplement... elle veut tout simplement imposer une vision tiers-mondiste et idéologique et tiers-mondiste dans la nouvelle conception des musées. Les différents pays qui étaient réunis à Kyoto ont quand même réagi très favorablement en refusant cette conception. Seule l'Australie, les États-Unis, c'est pas très étonnant pour les États-Unis, ont été favorables, et bien évidemment les pays du nord de l'Europe, dont le Danemark et la Suède, étaient favorables à cette révolution sémantique. Mais on peut peut-être s'en féliciter, mais le verre est déjà dans le fruit. Le verre est déjà dans le fruit, et surtout, Madame Azoulay a dû être désolée que ce ne soit pas adopté, et je pense qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Nous serons obligés de subir une nouvelle définition, c'est une chose, mais je pense que surtout, il sera difficile pour les conservateurs des musées actuels de conserver ou de continuer à présenter ce qui fait la richesse de nos musées. Il faut que les musées soient, vous donnez cette définition que j'aime infiniment, il faut que les musées deviennent un espace démocratisant, inclusif et polyphonique pour un dialogue critique sur le présent et le passé. La critique, c'est très important, Françoise Monestier. Vous ne comprenez pas, il faut tout critiquer. Comment dirais-je, quand on voit que l'ancien directeur du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, qui a fait valoir ses droits à la retraite, regrettait quand il a dans son discours de clôture, il a souhaité que Branly se colorise. Il regrettait ce monde blanc, et il voulait absolument que le musée se colorise. Oui. Bon, mais le musée, Dieu sait, il est quand même très colorisé. Oui, je crois au musée du Quai Branly. Et je n'irai pas. Mais pour en terminer avec ça, il y a une anecdote aussi très drôle, c'est que le siège de l'UNESCO à Paris avait organisé, au moment des Journées du patrimoine, l'exposition de statues d'un plasticien connu qui, je crois, s'appelle Stéphane Simon. Ah oui, l'histoire. Et c'est très drôle parce que, évidemment, ces statues étaient dans le plus simple appareil. Et les responsables de l'UNESCO se sont affolés. N'ont rien trouvé de plus pressé que de demander aux plasticiens de recouvrir la nudité de ces statues. Et à la veille de l'ouverture de l'exposition, eh bien, il a fallu les habiller, et donc le matin on a retrouvé ces statues avec un petit cache-sexe. Alors on peut évidemment être sûr que les pays musulmans qui sont, disons, majoritaires à l'UNESCO ont dû exiger que ces statues soient évidemment recouvertes, mais cela pose quand même un problème. Alors quand va-t-on être obligé de le faire au Louvre, au musée de la Romanité à Nîmes, à Arles? Il va falloir acheter beaucoup de burqas pour vêtir toutes ces déesses nues. Moi, merci beaucoup. Pas de burqa. Merci beaucoup, Françoise Monestier. Merci Anne de m'avoir reçue. D'avoir évoqué cette lente dérive des musées et des églises, avec votre souci de
du détail et de la précision, parce que tout ce que vous avancez est extrêmement documenté. Merci Anne. À très vite. À très vite aussi. Amis de TV Liberté, à très vite.